À la une ce soir, tension et inquiétude au sein de l'AMEP. Une partie du personnel a convoqué la presse ce matin pour alerter sur le climat de terreur qui serait mené par la direction. Les salariés ont dénoncé en plus une situation financière de plus en plus critique. Coup d'envoi ce matin au Palais des Congrès de Madiana des assises de l'assainissement organisées par l'Office de l'eau. Il est question de faire le point sur la question en tant que véritable urgence territoriale. Plusieurs forums sont au programme jusqu'à demain. Nouvelle grosse prise de coulirou ce matin au Carbet. Une pêche de saison selon les spécialistes. Les gourmands pourront trouver leur compte pendant au moins plusieurs jours. Enfin, la 16e édition du forum Déclic Jeunesse commencera demain. Il se tiendra sur 2 jours. Un rendez-vous qui permettra de trouver sur un seul site toutes les informations relatives à la vie d'étudiants et de jeunes travailleurs. Anne-Claude Elisabeth, directrice du CLAJ Martinique, sera notre invitée. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec les nouvelles tensions au sein de l'AMEP. Une partie du personnel a organisé une conférence de presse ce matin pour alerter sur la situation de l'institution placée en redressement judiciaire depuis novembre dernier. L'école privée aurait accumulé près de 300 000 € de déficit. Les enseignants dénoncent en plus un climat de terreur exercé par la direction. C'est un reportage de Sandrine Claude. L'institution qui avait l'habitude d'avoir une dynamique, un débat, un espace de parole, un espace d'invention, se trouve de plus en plus altéré. Vent de contestation à l'AMEP. Constituant collectif, le personnel de l'école privée tire la sonnette d'alarme. Dans leur viseur, le conseil d'administration. Nous avons un conseil d'administration qui n'est pas représentatif des opinions des divers collèges de l'AMEP et qui prend des décisions stratégiques décisives pour le redressement judiciaire de l'institution. Nous avons interpellé la présidente du conseil d'administration à de nombreuses occasions sur les incompréhensions par rapport à des décisions qui ont été prises et par le manque de preuves tangibles qui pourraient justifier les décisions qui sont prises. Et donc du coup, on se pose beaucoup de questions, on se demande pourquoi, quelle est la motivation réelle derrière les décisions qui sont prises. Et à ce jour, nous ne savons pas quelles sont les classes que nous aurons, alors que nous avons une pratique avant. Redressement judiciaire, plan de licenciement, fermeture annoncée de classes. Une situation devenue aujourd'hui angoissante pour les enseignants. Beaucoup d'entre nous sont non titulaires. Donc c'est difficile pour eux, d'une part, de manifester parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver plus vite que prévu à la rue. Donc on a eu beaucoup de collègues malades pendant l'année. Voilà. Quand on parle de burn-out, on n'en était pas loin chez certains. Il n'y a aucun projet. On ne voit pas où on va, on ne comprend pas ce à quoi le nouveau conseil d'administration, la nouvelle gouvernance veut arriver. On ne comprend rien et voilà, donc je crains pour l'AMEP, vraiment. Les parents se sentent eux aussi concernés. Beaucoup sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants au sein de la structure. Il n'y a pas de communication au niveau peut-être directive et tout. Les parents ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Donc on sent un mal-être, donc on ne pose pas de questions, on subit les situations. Contactée par nos soins, la direction de l'établissement est restée injoignable. De son côté, le collectif entend obtenir un renouvellement du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale. Elle devrait avoir lieu avant l'audience de l'AMEP au tribunal de commerce dans une quinzaine de jours. C'est une première en Martinique. Les assises de l'assainissement ont été lancées ce matin au Palais des Congrès de Madiana. Organisées par l'Office de l'eau, il est question de faire le point sur la question en tant que véritable urgence territoriale. Plusieurs forums sont au programme jusqu'à demain. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Longtemps, justement, on a considéré que l'assainissement devait justement essentiellement constituer au tout à l'égout et donc un raccordement d'assainissement non collectif, d'assainissement à l'assainissement collectif. Mais en vrai, on s'est rendu compte que le non collectif pouvait justement être un traitement à part entière. Et c'est aujourd'hui le cas. Ce qu'on a voulu, nous, à travers ces assises, qui sont donc anti-Guyane, c'est faire en sorte qu'elles soient proches de tous nos professionnels, donc ça va, et de nos élus, surtout de nos élus,
Et du coup, pour avoir un échange entre nos 3 départements, nos 3 territoires, un échange avec tous les professionnels et essayer de trouver des pistes, de diffuser l'information de voici où on en est actuellement d'un point de vue réglementaire, voici nos contraintes techniques, la réglementation de l'Hexagone n'est peut-être pas adaptée à nos territoires. Donc on a aussi le retour d'expérience de nombreux intervenants de l'Hexagone. Nos fameuses fosses septiques qui existent, que nous avons chez nous, pour ceux qui ne sont pas raccordés à tout à l'égout, depuis de nombreuses années, qui ne sont pas vidangées, mais qui ne fonctionnent plus, le système n'est plus aux normes. Les normes, certes, bougent de plus en plus, mais aux normes actuelles, il faut se dire que nos fosses ne fonctionnent plus. Donc, certes, cela a un coût. Il faut du terrain, alors que dans cette assise, il y a une exposition où il y a des systèmes qui ne demandent pas beaucoup de terrain, à peine 5 mètres carrés. On peut installer un système autonome avec les aides que l'Office de l'eau, que les collectivités, les établissements publics à coopération intercommunale, les communautés d'agglo peuvent accorder leur aide, y compris la CTM, pour la réinstallation d'un système à la maison. Lienage pour l'emploi, un forum entièrement dédié aux demandeurs d'emploi du Robert, de Trinité et du Gros Morne afin de leur permettre de trouver en un seul lieu tous les organismes de formation et employeurs qui recrutent actuellement. Des ateliers ont également été organisés pour permettre aux visiteurs d'être plus efficaces dans leur recherche d'emploi et entretien d'embauche. Voyez les réactions recueillies par Michelet François. Alors, je trouve ça très intéressant de faire des forums comme ceci parce que ça permet l'information à tous. Ça évite la non-information pour les personnes qui sont aux alentours, par exemple dans les cités juste en face. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un peu plus enrichissant en formation, plus de centres qui proposent différentes formations. Ce qu'on retrouve aujourd'hui ici, c'est des offres d'emploi, des chefs d'entreprise qui ont fait le jeu de se déplacer pour faire des sélections. Donc vous avez vu qu'il y a les demandeurs d'emploi qui attendent pour Géant, pour d'autres entreprises qui sont présentes. Nous avons aussi mis en place des ateliers pour les porteurs de projets, les futurs chefs d'entreprise, donc qui sont animés par mes collaborateurs conseillers pour l'emploi. La demande, bien sûr, elle est là parce que plus on fait ce genre de forum, d'action, et il n'y a pas de petites actions, au plus près des territoires, mieux c'est. On connaît aussi les difficultés pour se déplacer. Donc je crois qu'aller au plus près des gens, eh bien, c'est une solution pour leur apporter un emploi de demain. Et dans le même genre, le forum Déclic Jeunesse revient pour la 16e édition. Un rendez-vous très important à cette période de l'année pour préparer entre autres le départ pour les études supérieures. Et pour en parler, nous recevons la directrice du CLAGE Martinique, Annie-Claude Elisabeth. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 16 éditions, vous tentez de vous renouveler chaque année. Quelles seront les nouveautés cette année? Alors, des points d'innovation, parce que chaque année, effectivement, il est important pour nous de répondre au plus près des besoins et des attentes des jeunes. Premier point d'innovation, c'est le speed dating logement. Pour dire quoi? Que c'est un temps de rapprochement entre les jeunes et les propriétaires. Ils vont pouvoir se rencontrer dans un espace convivial, se convaincre. Et puis, il ne s'agit pas simplement d'une question de contrat, de location à signer, mais vraiment de relations humaines, de contact humain entre les deux. Et donc, pour nous, c'est l'occasion de dire à tous les jeunes de venir, de s'inscrire, aux propriétaires également, pour pouvoir échanger et partir avec des solutions, tant pour les jeunes que pour les propriétaires. Autre point d'innovation, c'est l'atelier « J'assure mon envol, je prépare mon départ ». Beaucoup de jeunes font le choix de partir, pour des raisons qui leur sont propres. Mais peu importe, il est dans notre devoir, puisque nous avons un agrément pour l'éducation populaire, de les accompagner dans cette démarche de préparation. Préparation, ce n'est pas qu'une question de changement climatique, c'est au-delà de cela, c'est savoir quels documents administratifs apporter, comment gérer la relation à distance avec les parents, mais aussi comment s'accoutumer à ce nouveau mode de vie. Il y a bien d'autres changements et c'est notre mission de pouvoir les éclairer, leur apporter aussi des solutions d'habitat. Et nous avons pour la première année, cette année, le président de l'UNAGE, Union nationale pour l'habitat des jeunes, donc le président de tous les CLAGE de l'Hexagone, qui sera présent et qui participera aux ateliers qui auront lieu. Alors, pour être complet sur la partie logement, il faut savoir que les propriétaires de logements qui veulent se positionner pour proposer leur appartement pourront également trouver des informations pour
faire confiance aux jeunes qui n'ont pas spécialement de CDI à louer leur appartement. Quelles sont les mesures qui existent déjà? Oui, c'est vraiment une relation de confiance que nous souhaitons tisser. Et cette relation de confiance, elle est nécessairement accompagnée de tous les professionnels qui sont là pour expliquer aux jeunes comme aux propriétaires qu'il existe des dispositifs d'aide qui sécurisent la relation entre les deux, qu'il existe aussi des acteurs, des professionnels pour les accompagner dans toutes les étapes de la location. D'abord, que le jeune soit bien motivé pour sa demande, qu'il fasse le choix de logement adapté, parce que ça peut être du logement mais également de l'hébergement. On a les foyers de jeunes travailleurs qui seront présents, droit à la Croix-Rouge, enfin bref, une centaine de professionnels pour leur dire la question du logement est très liée à la notion d'insertion professionnelle. C'est pour ça qu'on a aussi, en même temps, pendant le forum, une opération coup de pouce emploi-formation. Alors, on a parlé des études supérieures, du logement, mais il y a également des ateliers pour les jeunes demandeurs d'emploi. Oui, là aussi c'est important pour nous. Il y a des jeunes qui ont fait des études via la plateforme Parcoursup et qui s'interrogent parce qu'ils ont des réponses peut-être pas complètes. C'est le moment de se décider, c'est le moment de se rapprocher des CFA, de Pôle emploi, des acteurs qui sont là, aussi Cap Emploi pour les publics porteurs de handicap, pour avoir les réponses avant la rentrée. Il ne faut surtout pas attendre, c'est le moment clé pour pouvoir faire des choix. Et les choix qui sont pour eux, mais aussi pour leur famille, donc on invite aussi les parents à participer à ce forum. Et sans oublier le partenariat avec le Clash Guadeloupe. Oui, le Clash Guadeloupe, parce qu'on sait bien... Il y en a plein qui veulent partir en Guadeloupe également, donc il y aura un lien, c'est ça? Ah oui, le Clash Guadeloupe sera là pendant les 2 jours. Donc, pour proposer des offres de logement, mais aussi pour accompagner, pour enregistrer les inscriptions, pour que les jeunes martiniquais qui partent faire des études là-bas, eh bien, n'aient pas de soucis à se faire et passent des vacances tranquilles parce que tout sera bouclé, 2 journées pour boucler tout en ce qui concerne le logement, l'habitat, l'insertion professionnelle et puis des questions un petit peu plus larges sur la notion de cohabitation intergénérationnelle parce qu'il nous tient à cœur de pouvoir travailler ce lien entre les générations, les seniors qui sont des propriétaires, qui vivent parfois, qui souffrent un peu de solitude, et puis des jeunes qui ont besoin d'un habitat à moindre coût. Donc là aussi, ça fera l'objet d'une conférence et nous invitons les jeunes et les propriétaires à y participer. Très bien. Donc on rappelle que le rendez-vous est fixé sur 2 jours à partir de demain pour les jeunes, pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans, c'est ça? De 9h à 17h. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Parlons des plus jeunes maintenant, ceux qui plancheront demain sur le premier examen de leur vie, le brevet des collèges. Les élèves du collège Paul Saint-Fort au Robert seront réorientés pour l'occasion vers l'établissement Constant, le ré du Verpré. Une décision prise en raison d'une invasion massive de sargasses sur le front de mer de la commune. Le rendez-vous est donc fixé pour tous les élèves dès 7 h du matin devant le collège Paul Saint-Fort afin d'être acheminés en bus au Verpré. Le déjeuner sera servi au Verpré. Les externes désirant déjeuner sur place sont priés de se rapprocher du service intendance de leur établissement. Ils seront bien évidemment reconduits à la fin de la journée à Paul Saint-Fort et le dispositif est valable pour demain et vendredi. Direction Paris maintenant, où le député Jean-Philippe Nilor est intervenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a interpellé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sur la problématique des affectations des enseignants ultramarins. Comme chaque année, les professeurs vacataires sont nombreux à recevoir des avis de mutation contre leur gré. Voyez l'intervention du député suivie de la réponse du ministre. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Audrey, martiniquaise de 25 ans, enseignante vacataire, vient d'obtenir son CAPES. Elle est par ailleurs responsable d'un grand ballet regroupant une centaine d'enfants à qui elle dispense bénévolement des cours de soutien scolaire. Pourtant, elle a reçu l'injonction de quitter son académie d'origine pour rejoindre Versailles à la rentrée prochaine, et certainement pas pour y mener une vie de château. C'est malheureusement ce que vivent chaque année nos lauréats des concours. Pour eux, la quête d'une titularisation se transforme en déracinement, sanction au plan financier, familial et humain. Vous me répondrez qu'il s'agit d'un concours national et qu'une mission a été confiée à ce sujet au président de la délégation des Outre-mer. Soit, mais quel paradoxe! D'un côté, nos territoires subissent des suppressions de postes drastiques, aggravant les difficultés de nos élèves et imposant l'exil à nos lauréats. Et de l'autre côté, nos académies accueillent chaque année bon nombre d'enseignants non originaires. Outre les suppressions de postes et les liquidations des contrats aidés, nous n'en pouvons plus de voir notre pays se vider de leurs forces vives par vagues successives. Monsieur le ministre, syndicats, enseignants, parents et communautés scolaires sont déjà mobilisés au nom d'Audrey et de tous les autres
Quelles mesures concrètes et équitables et immédiates entendez-vous prendre pour mettre fin à cette saignée? La Martinique va avoir le taux d'encadrement le plus favorable de France à la rentrée prochaine. Il y a donc réellement une attention particulière. En ce qui concerne les personnels et vu de leur point de vue, ce problème que vous évoquez a toujours existé puisque les concours sont nationaux. Et ce que nous faisons, c'est, vous le savez, de considérer les centres d'intérêt matériel et moraux des personnels de façon à ce qu'ils aient une bonification dans les affectations. Et j'ai demandé une attention particulière cette année, ce qui fait que le taux de satisfaction des demandes a atteint le taux de 77% pour les territoires d'outre-mer, alors même qu'il est de 40% à l'échelle nationale. Le parlementaire Olivier Servat va être chargé d'une mission sur ces questions, de façon à regarder comment nous pouvons progresser, non seulement dans l'intérêt des personnels, mais aussi dans l'intérêt des élèves. De retour en Martinique avec le conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique qui vient d'être renouvelé pour 5 ans. Philippe Joc et France Taudiard conservent leur poste de président et vice-président. 6 nouveaux membres font leur entrée. Céline Rose, présidente de la CPME. Marie-André Victoire Jean-Marie de la CCIM. Emmanuel Lise, président du syndicat des pilotes maritimes. Rémi Stener, représentant du ministère de l'économie et des finances. Et enfin Ghislaine Clio et Jean-Michel Vion, représentant du personnel du Grand Port Maritime. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Une grande marche aujourd'hui en Guyane pour alerter les services de l'État sur la situation catastrophique du centre hospitalier de Cayenne. Près de 400 personnes y ont participé ce matin. Et puis des scientifiques sont actuellement en visite en Martinique pour faire le point sur notre climat. Ils ont visité plusieurs sites dans la commune du François. Direction la Guyane où je vous le disais, 400 personnes ont marché de l'hôpital de Cayenne à la préfecture pour alerter les services publics sur l'état du centre hospitalier de Cayenne. Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer avec la démission annoncée de 17 médecins urgentistes et 50 infirmières. Voyez les précisions de Pierre Tréfou. Devant l'hôpital de Cayenne, les urgentistes ont débuté une marche de protestation contre les conditions de travail au char. Ils sont 17 à avoir présenté leur démission pour dénoncer les départs massifs du personnel hospitalier. L'État a annoncé mardi dernier une subvention de 40 millions d'euros, dont 15 millions d'euros destinés à construire de nouvelles infrastructures. C'est un plan de financement qui est en négociation depuis des années et qui servira seulement à financer les projets déjà lancés, mais en aucun cas un rattrapage structurel de l'hôpital. Et là aujourd'hui on veut que le gouvernement prenne conscience de la gravité de la situation et s'engage pour un développement sur le long terme et à beaucoup plus grosse échelle. Les transporteurs, les syndicats et la population sont venus renforcer la marche de protestation. Ils étaient un peu plus de 300 à s'inquiéter de l'avenir du char. La santé, ça nous concerne tous. Il ne faut pas qu'on attende qu'on soit malade pour se rendre compte qu'il y a une défaillance au niveau des soins. Vu le nombre de personnes qui sont là, oui, ils sont inquiets. On aurait pensé plus de personnes, mais au moins ils sont là, ils nous soutiennent pour la santé en Guyane. Regroupée devant la préfecture, une délégation a rencontré le directeur de cabinet du préfet pour engager une discussion directe avec la ministre de la Santé. La préfecture propose d'être un petit peu le notaire, c'est-à-dire de suivre, d'assurer le suivi de la réalisation des accords que nous aurons, par exemple les urgentistes avec la direction, où on a déjà des négociations en lien avec la direction sous l'égide de l'ARS. Il y a eu un problème technique visiblement, et puis c'est pas grave. De retour en Martinique avec une nouvelle belle prise de coulirou ce matin au Carbet. Selon les spécialistes, ces belles pêches à répétition seraient de saison. La lune favorable et peut-être même les sargasses au large en seraient la cause. Quoi qu'il en soit, les gourmands ont trouvé leur compte. Voyez ce reportage de Kathleen Bilascopette et Michelet François. 4 kilos pour 20 €, l'offre a de quoi séduire. Depuis ce matin, le long de la plage des Résigniers, l'étal de ces marins pêcheurs ne désemplit pas. J'achète pour moi, j'achète pour ma famille qui m'appelle du Lamentin. J'ai de la famille qui habite à Sainte-Marie, Lamentin, Le Mont-Nevers. On me demande de l'acheter pour au Carbet. Frais comme il est, là, sautillant, donc j'aime bien. Là, je vais envoyer ça aux marins maintenant. Mais oui, ici au Pani, il faut bien nous partager. Et puis il y a des fois meilleur qui goût parce que pour la santé, vous en savez, ok. Et c'est pour ça nous là, nous regardons par rapport au prix, par rapport aux qualités prix.
Alors Tati va être contente tout à l'heure de manger du poisson frais. 8 mois que les hommes de la mer se plaignaient de la rareté de la ressource. Alors l'abondance de ces dernières semaines apparaît comme une aubaine et à chacun sa version pour expliquer le phénomène. Il y a des gens qui passent ça peut-être qu'en BTO, mais ici nous sommes bien contents les gars arriver ici. Parce que pas ni moment on est passé ici et puis nous pas bon poisson. Vous regardez Pani Sargasse, pas du tout. Et puis là regardez venir, je pense que c'est une en force, c'est en Léa, c'est bon Dieu qui a ça. Chez nous, la mer est très oxygénée et le poisson aime ça. Et on le prend tout le temps. Mais maintenant peut-être qu'il y en a maintenant, peut-être qu'en juillet, ce sera peut-être 17 comme on dit, mais après ça reviendra. Pour garantir aux clients une fraîcheur maximale, nous n'avons pas de poisson qui n'est, allez disons, tonne 50 d'idées. Les coulirous sont conservés ici, à quelques encablures, dans leur milieu naturel. Toute la partie qui est en noir là, c'est ces coulirous. Alors par rapport à ces pélicans, nous sommes obligés de faire un système pour essayer de couvrir parc là. Un balai incessant du large au rivage qui offrira à ces professionnels de quoi renflouer leurs caisses. À terre, les clients les plus exigeants ont même droit à un service supplémentaire. Ni des gens mais les poissons déjà nettoyés. Alors donc ils peuvent profiter, ils n'ont pas ni temps, ils peuvent sortir en travail. Et madame comme monsieur, ils peuvent sortir en travail et les poissons nettoyés, ça va faciliter. Si certains le dégustent parfois en blaf, c'est en friture que le coulirou prend toute sa dimension. Parlons foot maintenant avec des matchs de Coupe du Monde qui ont provoqué de grosses surprises aujourd'hui. Premièrement, l'Allemagne a battu la Corée du Sud 2-0, ce qui provoque l'élimination de l'équipe en titre à la stupéfaction générale. Dans le même groupe F, le Mexique a été battu par la Suède 3-0. Enfin, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne cet après-midi. Le Brésil qui a vaincu la Serbie 2-0. Et puis le Costa Rica qui a fait match nul avec la Suisse 2 buts partout. Alors il semblerait que j'ai fait une erreur, c'est bien l'Allemagne qui a été battue par la Corée du Sud. Et c'est bien ça, c'est l'Allemagne qui a été battue par la Corée du Sud. Les sélectionnés pour les huitièmes de finale sont donc le Brésil face au Mexique et la Suède face à la Suisse. Pour rappel, le prochain match qui sera diffusé en direct sur notre antenne sera la France face à l'Argentine ce samedi matin, 10h. Allez, ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au François où des chercheurs ont visité des sites pour collecter des informations relatives à notre climat. Venus en Martinique dans le cadre de la conférence internationale Turbulence en Interaction, ils ont pu découvrir nos réalités. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Une après-midi de détente pour ces scientifiques venus en Martinique à l'occasion de la conférence. Ils ont pu dans l'après-midi visiter le jardin remarquable de l'habitation Clément, mais aussi se rendre sur les îlets. Charles Clément qui est né en 1901 au François, qui a fait l'école d'ingénierie à Paris. Pour beaucoup de ces chercheurs, c'est la deuxième venue en Martinique. La visite de l'habitation Clément s'inscrit dans le cadre d'un après-midi détente pour ces scientifiques dont la mission consiste à mettre en relation des experts internationaux. Ça tombait bien justement parce que les séminaires qu'on avait programmés tournaient autour des problèmes climatiques, des problèmes de prédiction cyclonique et donc des problèmes qui touchent les îles donc, des Caraïbes de plein fouet, donc aussi les propagations de sargasses, donc de particules et d'algues dans l'eau de mer. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi en fait ce lieu pour ce type de conférence. Ils ont ainsi pu rencontrer les spécialistes de Météo France. Les échanges ont porté sur les effets des cyclones et notamment comment les anticiper. L'intérêt pour nous, c'est le climat tropical, puisque c'est un climat qui est très particulier. Donc il y a des personnes de Météo France de la Martinique qui étaient présentes ce matin, des collègues de l'Université des Antilles aussi. Et on a invité des spécialistes américains du climat tropical. Et le but, c'est de construire des projets ensemble en ayant des personnes de terrain qui font les mesures, qui voient l'intérêt des études qu'on peut mener pour essayer de répondre à des questions sur les sargasses. Des chercheurs qui ont été véritablement impressionnés par l'ampleur du phénomène sargasse.
On a justement, dans les séminaires, les conférences qu'on a eues cette semaine, en début de semaine, donc des collègues italiens aussi qui travaillent sur la simulation justement de ce qu'on appelle de micronageurs ou de particules à la surface de l'océan et qui peuvent donc amener des outils de prédiction pour pouvoir par la suite mieux comprendre pourquoi on a ces phénomènes qui arrivent, quand ils peuvent arriver, et donc d'arriver à fournir des outils de prédiction. Réunis aux Trois-Îlets, ces chercheurs en ont profité pour mieux découvrir les atouts touristiques du François, une aubaine pour les élus de la ville. Ce qu'on aurait souhaité aussi à l'issue de tout ça, c'est que travailler vraiment en collaboration étroite avec eux pour qu'ils puissent, c'est-à-dire parce que comme ils ont commencé des études sur les sargasses, sur le climat, l'énergie, tout cela, alors ce qu'on aurait souhaité, c'est pouvoir continuer sur ces thématiques-là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. En tout cas, les scientifiques ont été très impressionnés par le phénomène sargasse en Martinique. Ils ont pu d'ailleurs, en visitant la baignoire de Joséphine, se rendre compte du problème véritablement des personnes qui quitteront la Martinique à la fin de la semaine. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur le parking du centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.